Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle analyse détaillée. Aujourd'hui, on s'attaque à un mystère absolument fascinant de l'esprit humain. Imaginons juste un instant être plongé dans un flux constant, chaotique de bruits, de sons et de murmures. Eh bien, c'est exactement le quotidien d'un nouveau-né. Et face à ce déluge d'informations, l'enfant n'est pas du tout une petite éponge passive, c'est un véritable génie du décodage. Un analyste hors pair capable d'extraire un sens hyper profond à partir de cette cacophonie absolue. C'est ce voyage spectaculaire de la simple perception brute à la parole structurée que l'on va décortiquer aujourd'hui ensemble en explorant nos sources. Pour bien saisir l'ampleur de ce petit miracle quotidien, posons d'abord le décor. Comme l'a si bien résumé le célèbre psychologue Jean Piaget, parler, ce n'est vraiment pas juste faire du bruit. C'est en fait l'une des fonctions symboliques les plus complexes qui soient. Il faut y penser. Pour que notre cerveau puisse associer une idée totalement abstraite et invisible à un son bien précis dans le seul but de communiquer, il faut une maturité intellectuelle juste dingue. C'est littéralement l'un des plus hauts sommets de notre développement. Allez, c'est parti pour notre chronologie. Au menu de cette exploration, d'abord les bases de la communication. Ensuite, on passera de l'écoute au babillage, puis à l'apparition des tout premiers mots. On verra la fameuse explosion lexicale et enfin la grande question, comment apprennent-ils tout ça? Première étape donc, les fondations de la communication, à la fois biologique et sociale. Avant même qu'un bébé n'envisage de prononcer un seul mot, le décor est déjà planté. Le langage, c'est profondément biologique, bien sûr, lié à notre corps, mais c'est aussi intensément social, poussé par ce besoin viscéral d'interagir. En fait, pour vraiment comprendre ce mécanisme, la science utilise 3 lentilles bien distinctes. D'abord, le niveau phonétique. Ça, c'est la pure mécanique des sons, l'articulation. Ensuite, le niveau sémantique. Là, on s'intéresse au sens profond caché derrière ces sons. Et enfin, le niveau syntaxique, la fameuse grammaire, l'art complexe d'organiser tout ça. C'est vraiment la fusion parfaite de ces 3 niveaux qui crée la fluidité de la parole. Deuxième grand chapitre de notre parcours, de l'écoute au babillage, la phase préverbale. C'est ici que l'entonnoir se met en place. Dès la naissance, c'est un vrai bombardement sonore. Au cours du premier mois, la communication, on le sait, c'est 100% des pleurs. Entre 1 et 2 mois arrivent les gazouillis et les premières voyelles. Et puis, vers 6 à 9 mois, boum, les consonnes débarquent, ce qui marque le vrai début du babillage. Mais attention, voici le truc le plus fou de cette période. Jusqu'à l'âge d'1 an environ, un bébé a la capacité inouïe de distinguer distinctivement absolument tous les sons de toutes les langues de la planète. Zéro limite. Sauf que, plus le temps passe, plus le cerveau fait un grand ménage. Il élimine ce qui ne sert à rien pour se calibrer uniquement sur sa langue maternelle. C'est une question d'efficacité pure et dure. Et c'est pile dans cette fenêtre, entre 7 et 10 mois, qu'apparaît ce que les linguistes appellent le babillage canonique. C'est cette fameuse répétition de syllabes toutes simples, genre papa papa. Ce qui est fascinant à souligner, c'est que jusqu'à 8 mois environ, c'est de l'entraînement vocal 100% autonome. À ce stade précoce, les parents n'influencent même pas encore directement l'enfant. Il fait littéralement ses gammes tout seul dans son coin. Bon, et ça nous amène directement à un phénomène de société super universel, le fameux parler bébé, ou motherese pour les scientifiques. On prend une voix très aiguë, on ralentit à fond, on utilise des mots super simples, on a tous l'air un peu ridicule en le faisant, non? Mais en réalité, c'est une stratégie universelle redoutable. Cet environnement hyper spécifique agit comme une grosse loupe auditive pour le bébé. Ça l'aide considérablement à hacher le flux continu du discours pour en repérer les unités de base. Troisième étape, cruciale, l'apparition très attendue des premiers mots. Alors, grâce à tout ce travail de découpage minutieux, on arrive à un point de bascule vers l'âge de 12 à 13 mois. Le pur babillage commence à se transformer en véritables mots intentionnels. Et les exemples documentés sont géniaux pour illustrer ça. Prenons le cas d'une petite fille utilisant le son « nini ». Cette seule petite approximation pouvait vouloir dire du lait, un biberon, sa maman ou même l'envie de dormir. Ce qu'il faut en retenir, c'est l'évolution conceptuelle. La forme sonore est encore rudimentaire, c'est sûr, mais la portée symbolique que l'enfant lui attribue est déjà extrêmement riche. D'ailleurs, cette focalisation sur le sens explique parfaitement pourquoi un enfant va transformer canard en cas ou gâteau en tâteau. C'est une simplification volontaire et drastique. Pourquoi ? Tout simplement parce que sa priorité a changé. L'énergie cognitive n'est plus dirigée vers la perfection articulatoire, mais vers le sens des choses. L'enfant a compris que les objets portent des noms, donc l'essentiel devient de désigner son monde. L'esthétique de la prononciation passe au second plan. Quatrième partie, l'explosion lexicale et l'essor syntaxique. Le changement de vitesse qui suit est tout bonnement ahurissant. Autour de 18 à 20 mois, ce lent processus d'apprentissage laisse soudainement place à une véritable explosion lexicale. Pour vraiment visualiser la chose, le chiffre à garder en tête, c'est 4 à 10.
4 à 10. Une fois le principe de correspondance verrouillé, l'enfant se met soudain à emmagasiner entre 4 et 10 nouveaux mots chaque jour. C'est une frénésie absolue d'étiquetage de tout son environnement. Grâce à cette vitesse grand V, le cap symbolique des 100 mots de vocabulaire est très vite franchi. Et quand on regarde de près cette base linguistique, on remarque un gros déséquilibre initial, c'est massivement dominé par des noms concrets, bien plus que par des verbes ou des adjectifs. Et c'est logique, l'esprit de l'enfant est ultra pragmatique. Il a d'abord besoin de nommer physiquement l'univers qui l'entoure, la nourriture, les jouets, avant de pouvoir gérer des concepts abstraits comme des actions. Et puis vient le boss final, l'immense défi de la grammaire. Les recherches séparent clairement ce développement syntaxique en 2 grands stades. Au stade 1, ce sont des assemblages hyper bruts, des mini-phrases sans aucune flexion, genre « moi mange ». Mais dès l'entrée dans le stade 2, entre 2 et 3 ans, la magie opère. L'enfant commence à manier les pluriels et les questions. Quand il formule quelque chose comme « pourquoi moi dors maintenant ?», c'est la preuve qu'il crée de toutes pièces des structures respectant une logique interne. Ce sont des phrases inédites qu'il n'a pourtant jamais entendues telles quelles de la bouche des adultes. 5e et toute dernière partie de notre exploration, comment apprennent-ils ? Et le grand débat qui l'accompagne. C'est maintenant qu'on endosse notre rôle de détective, car on touche au cœur du grand mystère qui passionne les scientifiques. L'interrogation vertigineuse est la suivante. Comment un enfant en bas âge réussit-il, à partir d'un flux verbal quotidien souvent chaotique, à extraire avec une telle précision des règles syntaxiques invisibles ? Gardons bien à l'esprit que personne ne donne de cours magistraux de grammaire à un bébé de 2 ans. Pourtant, il réussit ce tour de force logique de cartographier tout notre langage. Pour tenter d'y répondre, on assiste à un affrontement intellectuel fascinant entre 2 grandes écoles, présentées ici en toute impartialité. D'un côté, on a les théories environnementales. Elles placent l'imitation, les retours des parents et le fameux « par les bébés » au centre du jeu. L'acquis et l'interaction construisent tout. Et de l'autre côté, on a les théories de l'innéité portées par des figures comme Chomsky. Là, l'idée est qu'un enfant vient au monde biologiquement précablé, avec des règles d'écoute spécifiques innées et une capacité naturelle à générer du langage avant même la moindre interaction prolongée. Mais l'analyse devient encore plus riche avec la théorie constructiviste. Selon ce modèle, le langage n'apporte rien de radicalement nouveau à l'enfant. Il ne sert qu'à traduire verbalement des concepts que le cerveau vient tout juste de débloquer. La preuve scientifique mise en avant est géniale, c'est l'apparition simultanée du langage et du jeu symbolique. Quand un enfant de cet âge fait semblant de boire dans une tasse vide, son cerveau vient de réaliser une vraie prouesse intellectuelle. L'apprentissage des mots se contente alors de venir s'adosser à cette toute nouvelle capacité symbolique de l'esprit. En compilant absolument toutes ces recherches, on aboutit à une synthèse très claire de cette évolution pas à pas. On y intègre l'âge de l'enfant, son développement interne, mais aussi l'évolution cruciale du rôle de l'entourage. Et au final, les données empiriques montrent qu'il est quasiment impossible de rejeter l'une ou l'autre théorie en bloc. C'est bel et bien une combinaison de tout ça. L'enfant débarque avec des stratégies d'écoute fondamentales intégrées, ça c'est sûr, mais c'est par le frottement continu avec la réalité environnementale qu'il va affiner, adapter et déployer l'immense puissance de sa parole. Ce qui amène naturellement à cette ultime réflexion pour clôturer notre analyse. Au vu de ces étapes spectaculaires et de l'incroyable prouesse intellectuelle requise, notre formidable capacité à communiquer est-elle le simple produit de notre immersion en société ou bien la manifestation programmée d'un code enfoui au plus profond de notre ADN ? Quand on réalise l'immensité du défi que représente la moindre phrase prononcée par un tout petit, on ne peut que rester émerveillé face à ce prodige silencieux du développement humain. Et c'est là-dessus que s'achève notre explication détaillée des sources sur ce vaste sujet. Un immense merci d'avoir suivi cette présentation avec tant de curiosité.